Si vous étiez capturé par un groupe d'intellos qui veulent vous punir de les avoir maltraités, que feriez-vous? Personne ne viendra vous sauver et ils feront les choses les plus brutales pour vous voir souffrir. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre le groupe des exclus dans The Final. Cet étudiant va regretter d'avoir été une brute pour le reste de sa vie. Brad entre dans sa classe et s'assoit derrière Ravi, un garçon timide. Il commence à être malmené par Brad, qui est plus grand que lui, et lui donne une tape sur la tête. Mais le professeur le remarque et dit au garçon de changer de place. L'étudiant obéit, mais les brimades ne cessent pas pour autant, et les brutes qui s'acharnent sur lui ne se doutent pas que Ravi va détruire leur vie. Plus tard dans la journée, l'étudiant timide s'assied avec ses amis à la cantine. Ce sont tous des intellos, des losers diraient les autres, mais ils en ont assez d'être maltraités et ils élaborent ensemble un plan pour se venger. Ils vont secrètement inviter leurs ennemis à une fête dans une maison au fond des bois, et personne ne saura qui l'a organisée avant qu'il ne soit trop tard. Ils ont mis en place le piège parfait pour obtenir la vengeance la plus brutale qu'ils puissent imaginer. Mais c'est alors qu'une brique de lait s'écrase sur leur table. Les brutes se mettent à applaudir et le jeune garçon timide s'avance pour les affronter. Mais ce gars se lève et fait une blague raciste. Ravi retourne traîner avec ses amis. Mais tout à coup, Curtis s'approche du groupe et les invite tous à un tournage vidéo sur lequel il travaille. Il est peut-être la seule personne de cette école qui les traite gentiment. Et le groupe décide de l'épargner. Plus tard, ils se rendent à la maison dans les bois et commencent à préparer la fête. Dane prend des nouvelles de son ami Jack et lui dit qu'il a quelque chose qui les aidera à se venger. Il l'emmène alors dans une autre pièce où il ouvre une caisse pleine d'armes à feu. Ils n'auront aucune pitié pour ces brutes. Ce soir-là, les étudiants sont tous venus et profitent de la fête, mais ils ne se doutent pas que cet endroit est sur le point de devenir un piège mortel. C'est alors que les intellos se rassemblent sur le balcon et réalisent qu'il y a un problème. Le gentil Curtis est venu à la fête aussi. Ils avaient tous accepté de le laisser en dehors de leur plan de vengeance, mais il est trop tard pour faire marche arrière maintenant. Et le groupe met son plan en marche. L'un des intellos tend à cette fille une bouteille en verre remplie de poison et elle vide son contenu dans le punch. Ok, c'est un désastre qui va se produire. Tout d'abord, c'est une fête de lycéens dans une maison et personne ici n'a l'air de vouloir faire preuve de modération. Et avec une foule de jeunes qui veulent faire la fête, vous devriez presque vous attendre à ce que le punch soit corsé avec quelque chose. Mais ce qui est étrange, c'est que personne ne s'est demandé pourquoi il y avait du punch pour commencer. En principe, on fait ce genre de mélange dans les balles de promo ou dans les pots de l'église, pas pour une fête dans une maison d'adolescents turbulents. Il devrait servir des Jello Shots ou des Jaeger Bombs, et ça aurait dû être le premier signe que quelque chose ne va pas ici. Le groupe d'exclus a de la chance que personne n'ait posé de questions. Mais si on examine les choses de plus près, tout cela n'était qu'un plan horrible. Pour l'instant, leur but n'est pas de les tuer, mais de les rendre assez malades pour qu'ils ne puissent pas se venger ensuite. Maintenant, c'est pas une mauvaise idée, mais le plus gros problème, c'est qu'il y a environ 16 autres personnes ici et ils ne vont pas tous boire en même temps. Si les autres commencent à s'évanouir, il ne faudra pas longtemps pour qu'ils réalisent qu'ils ne devraient pas boire ce punch. Et la première personne qu'ils vont accuser, c'est cette fille juste ici. Elle a été la seule à la table à servir les boissons. Et quand le blâme tombera sur elle, ils vont démasquer la fille et réaliser qu'elle n'a pas sa place ici. À ce moment-là, tous les losers seraient démasqués et ils seraient expulsés de leur propre fête secrète. Donc il est plutôt logique de dire que si c'était pas juste un film, cette stratégie ne se terminerait pas bien pour eux. La chose la plus intelligente à faire, c'est d'abord de supprimer les chances de chacun de s'échapper en verrouillant les portes et les fenêtres et en crevant les pneus de tout le monde sur le parking. Ensuite, il faudrait organiser une fête où tout le monde doit boire, en portant des toasts ou en organisant des jeux d'alcool. Ça aurait utilisé la pression des pairs pour s'assurer que tous avaient assez de poison dans leur corps pour exécuter le plan. Honnêtement, les autres étudiants auraient dû le voir venir parce que de nombreux signes indiquaient que la soirée allait être mauvaise. Leur première erreur a été d'aller à une fête au fond des bois sans même savoir qui les avait invités. Tous ces jeunes semblent être des amis très proches, mais si personne ne sait qui a organisé cette fête, alors c'est vraiment bizarre que ça n'ait pas été évoqué dans la conversation. Et ça devrait nous indiquer que quelque chose ne va pas. Maintenant, il est important de mentionner que personne ne mérite d'être maltraité, parce que c'est carrément mal. Mais si vous deviez intimider quelqu'un, ça ne devrait certainement pas être ce type. Regardez son cahier ici. Ravi dessine des images de lui-même portant une épée qui dégouline de sang. Si vous êtes le gars qui rend sa vie pire chaque jour de l'année scolaire, alors il est raisonnable de supposer que c'est votre sang qu'il dessine. Et il n'en faudra pas beaucoup pour le pousser à bout. La fille remplit verre après verre et ils boivent tous le punch sans se rendre compte qu'il a été empoisonné. Le produit fait effet et la foule commence à s'évanouir dans toute la pièce. Leur plan fonctionne et les intellos mettent ces masques terrifiants avant de voler les clés et les téléphones de tout le monde. Personne ne pourra appeler à l'aide. Et alors que les victimes sont alignées au centre de la pièce, ce gamin allume la radio et les réveille tous. La brute réalise peu à peu qu'ils ont été enchaînés ensemble et le chef leur explique qu'ils sont sur le point d'être punis. Les élèves ne peuvent pas croire ce qu'ils entendent. Et ce type fait une blague refusant de prendre ça au sérieux.
mais il vient de sceller son destin. Le chef explique que son ami a un pistolet à projectile captif utilisé pour tuer le bétail, et que c'est le meilleur moyen de leur montrer à quel point ils sont sérieux. L'étudiant commence à paniquer lorsque le gamin déguisé en épouvantail s'approche avec le pistolet d'abattage, et il lui tire dessus à la mâchoire. Il tombe par terre en hurlant de douleur, et l'épouvantail lui tire encore une fois dessus, cette fois dans le genou. L'une des brutes demande pourquoi ils sont punis, et il leur dit que c'est une vengeance pour tous les abus qu'ils leur ont fait subir. La victime est traînée dehors et laissée dans une autre pièce, ce qui fait qu'il y a une brute de moins et il en reste 5. Le chef demande si quelqu'un veut rentrer chez lui, et ce type, Tommy, lève la main. À la surprise générale, les kidnappeurs le libèrent de ses chaînes et le laissent marcher jusqu'à la porte. Il lui donne même des indications pour atteindre la route la plus proche. Mais il y a un hic, il sera chassé comme un animal pour le sport. Et les autres regardent leur ami quitter le bâtiment. C'est alors que le leader révèle à la petite amie de Tommy qu'il la trompait et le lui fait remarquer. Il profite de chaque seconde où quelqu'un d'autre se fait brutaliser, mais ce plan va se retourner contre lui. Dehors, Tommy court pour sauver sa vie quand soudain, une bande de kidnappeurs apparaît au loin et se met à le poursuivre en quad et à moto. Ils ont été envoyés pour le traquer et la brute esquive les tirs. Mais il marche dans un piège à ours et il n'a plus aucun moyen de leur échapper. Il ne peut que rester allongé alors que les traqueurs se rapprochent de lui et l'attrapent. Il est ramené à la maison et laissé avec l'autre victime. Ce sont donc 2 brutes qui ont été punies et il en reste 4. Ok, ces kidnappeurs sont de vrais idiots. Ils portent des masques pour protéger leur identité parce que si les victimes survivent, ils ne veulent pas être retrouvés. Le problème, c'est que quand ce type a demandé pourquoi ils étaient punis, le chef a expliqué que c'était une vengeance pour tous les abus qu'ils leur ont fait subir. Ça réduit le nombre de suspects à un groupe très spécifique de personnes. Et il suffirait de faire correspondre leur taille, leur composition corporelle et même leur coiffure pour les retrouver à l'école et faire de leur vie un nouvel enfer. En une seule phrase, ce crétin vient de leur donner toutes les informations dont ils ont besoin pour découvrir qui sont leurs ravisseurs. Et ça rend ce scénario extrêmement dangereux pour eux. Pour l'instant, ces brutes ont un seul espoir. Parce que tant que les ravisseurs cachent leur identité, ça signifie qu'ils pourraient les laisser partir. Il n'y aurait aucune raison de porter des masques si leur plan était de tuer tout le monde. Mais ça pourrait changer si les victimes savent qui sont les kidnappeurs. Ça leur forcerait la main et le meurtre deviendrait le seul moyen de résoudre le problème. Si j'étais ces brutes, j'essaierais d'appuyer sur le fait que nous n'avons aucune idée de qui ils sont et que nous voulons désespérément nous repentir de nos péchés. J'irais même jusqu'à mettre en scène une confession de mes péchés à Jésus. Et je proposerais de me porter volontaire pour être torturé en signe de contrition. Ce serait une réponse tellement inattendue que les kidnappeurs ne sauraient probablement pas comment la traiter. Et ils passeraient à une autre victime à la place. Maintenant, essayer de s'échapper, c'est la pire chose qu'ils puissent faire. Parce que presque tous les ravisseurs ont une arme. C'est un scénario complètement désespéré tant que nous sommes dans cette pièce. Mais c'est aussi pourquoi c'était la bonne décision d'accepter leur offre et d'être chassés pour le sport. Être libérés des menottes et changer d'environnement nous donne beaucoup plus de contrôle sur la situation. Et c'est sûrement leur meilleure chance de trouver de l'aide. Même s'ils ont des engins motorisés et des phares, ils portent toujours un désavantage avec eux. Parce que si vous regardez ici, vous vous rendrez compte qu'aucun d'entre eux n'a retiré son masque. Ces trucs sont vraiment obstructifs pour leur vision. Et comme c'est le milieu de la nuit, nos chances de nous échapper sont en fait en notre faveur ici, si nous nous y prenons de la bonne façon. Sa première erreur a été de courir par le chemin le plus large de la forêt. Ça rend facile pour eux de vous poursuivre, parce que leur véhicule s'adapte très bien sur cette piste. Il est donc préférable de courir en diagonale et de rester aussi près des arbres que possible. Dès qu'il y a un fourré dense, je passe à travers les arbres et je change rapidement de direction. Ça prendra beaucoup plus de temps pour diriger leurs engins dans un environnement étroit comme celui-ci. Et ça nous donne une chance de perdre notre trace. L'erreur suivante a été de courir vers la lumière. Ce gamin se dirige directement vers la clairière parce qu'il a plus de chances de trouver de l'aide. Mais ils peuvent déjà voir où il va et il ne les sèmera jamais. Le but ici ne doit pas être de s'échapper, mais de se cacher. Parce que si les ravisseurs perdent notre trace, ils finiront par nous chercher dans la mauvaise direction. Dans la pièce principale, le chef demande au groupe de réfléchir à ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça. Et Brad se met soudain à pleurer. Il est terrifié et demande à savoir comment ils peuvent être aussi cruels. Mais le chef explique que c'est le karma pour toutes les choses horribles qu'ils ont faites dans le passé. C'est alors que le clown saisit la fiole de poison et essaie de verser le liquide dans la gorge de ce garçon. Mais lorsqu'il commence à résister, le kidnappeur le poignarde en plein dans l'épaule. Les autres ont trop peur pour intervenir et le clown déverse le contenu dans la bouche de la brute. Celui-ci se met à convulser sur le sol et le groupe ne peut que regarder son ami devenir totalement inerte. Brad demande avec quoi ils l'ont empoisonné et le leader révèle que son ami est maintenant complètement paralysé. Mais comme ils sont distraits, personne ne remarque que Ravi a laissé tomber la clé à côté de Curtis ici. Et bientôt, il sera le seul à pouvoir les sauver. À l'avant de la pièce, une fille s'assied sur la brute paralysée et déroule un jeu d'aiguilles en montrant l'une d'entre elles au groupe. Elle la plante en plein dans le cou de l'homme et en met d'autres sur son corps pendant que les autres regardent ailleurs. C'est horrible et ils sont incapables de regarder la fille qui en enfonce encore davantage dans son corps.
L'homme est encore en vie, mais il ne peut absolument rien faire, et il est traîné dans l'arrière-salle avec les autres victimes. Ça fait 3 brutes punis, et il en reste 3. Les étudiants sont terrifiés, tandis que les kidnappeurs scrutent la pièce pour choisir leur prochaine victime. Mais Curtis voit une opportunité et décide qu'il est temps de s'échapper. En utilisant la clé, il ouvre ses menottes et s'enfuit en courant alors que le chef commence à lui tirer dessus. Voulant protéger son ami, le clown le plaque soudainement au sol. Mais le traître est rapidement maîtrisé et maintenu au sol. Les autres sont confus. Ravi explique au chef que Curtis était la seule personne qui était gentille avec lui à l'école. Et il voulait lui sauver la vie. Mais c'est la dernière chose qu'il fera, parce que le chef lui plante un couteau dans la poitrine, le tuant sur le coup. La jeune fille court vers son ami mort, choquée que le chef assassine l'un des siens. Mais l'homme explique que Ravi les a trahis. C'est la conséquence de ses actes, et quiconque tente d'arrêter leur plan sera puni. Ok, c'est une escalade rapide. Non seulement ces kidnappeurs sont prêts à tuer leur brute, mais ils tuent aussi toute personne qui se met en travers de leur plan. Aussi effrayant que ça puisse paraître, ça a révélé des informations plutôt utiles, parce que ça nous montre qu'ils ne sont pas loyaux les uns envers les autres, mais uniquement en leur plan de vengeance. Si on fait attention, on peut utiliser ça en notre faveur et monter les kidnappeurs les uns contre les autres. En utilisant cette information comme une arme, je leur dirai que je veux confesser toutes les choses terribles que j'ai faites. Ça éveillerait leur intérêt et c'est alors que j'accuserai le joueur de banjo d'avoir vu Ravi laisser tomber la clé et de n'avoir rien fait. Si vous regardez sa position dans la pièce, il est assis juste en face de l'endroit où Curtis était assis. Et il aurait dû entendre et voir tout ce qui s'est passé. C'est sans aucun doute une tactique d'intimidation. Mais ça pourrait éveiller assez de soupçons pour qu'ils se retournent contre eux. Et c'est exactement ce que nous voulons. Plus nous pouvons les rendre suspicieux les uns envers les autres, moins c'est dangereux pour nous. Curtis a réussi à s'enfuir, mais il aurait honnêtement dû attendre une meilleure occasion. Il est important de réaliser que si ces kidnappeurs ont été assez intelligents pour capturer 16 étudiants, alors nous devrions nous attendre à ce qu'ils aient aussi verrouillé les fenêtres et les portes pendant que tout le monde était assommé par le poison. Nous avons besoin de plus d'informations sur notre environnement, et si nous courons vers les sorties, il y a une chance que nous nous retrouvions piégés à l'intérieur, et ça ne fera que nous tuer. Si j'étais à sa place, la première chose que je ferais serait d'enlever mes menottes. Mais ensuite, je passerais secrètement la clé à la personne à côté de moi pour voir si elle déverrouille aussi les siennes. Les serrures des menottes sont toutes conçues avec une forme universelle. Donc une seule clé peut les déverrouiller presque toutes. Ça nous permettrait peut-être de libérer tout le monde, et si nous courions tous vers la porte en même temps, nous aurions l'élément de surprise. Et si vous êtes à l'arrière comme Curtis ici, les autres formeront un bouclier pour vous, et vous pourriez vous échapper sans être touché par une balle. Si nous découvrons que la clé ne déverrouille que nos menottes, j'aurais attendu de voir un kidnappeur quitter la maison pour m'assurer que la porte n'était pas fermée. Il serait également beaucoup plus intelligent de s'échapper pendant que quelqu'un se fait torturer, parce que tous les yeux seront braqués sur lui et non sur vous. Le gars au banjo ne tient pas son arme, et la fille aux aiguilles non plus. Mais ce type-là a une hache, et elle a une portée limitée. Ça signifie que tout ce dont nous avons besoin, c'est de distraire le leader ici. Et la meilleure opportunité, c'est lorsque quelqu'un est puni. Au lieu de ça, Curtis s'est enfui alors qu'il ne se passait littéralement rien. Les kidnappeurs étaient inactifs et attendaient de choisir leur prochaine victime. C'est clairement la stratégie de sortie la plus inopportune qu'on puisse imaginer. Et il a été chanceux de pouvoir s'en sortir en vie. Dehors, Curtis court dans les bois tandis que les kidnappeurs le poursuivent sur leurs engins. Et ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne le rattrape lui aussi. Mais tout à coup, il aperçoit une voiture de police au loin et court en criant à l'aide. Le policier sort de la voiture et lève son arme lorsque Curtis lui dit que des gens sont tués dans la maison de la forêt. Il ne comprend pas ce que le garçon dit et se fait tirer dessus par les kidnappeurs. N'ayant pas d'autre choix, Curtis saisit l'arme de l'homme, tire dans le tas et s'enfuit. Dans la maison, la fille pleure la mort de Ravi quand son ami Jack entre dans la pièce et lui annonce qu'ils vont punir leur prochaine victime. La fille est toujours en colère contre leur chef pour le meurtre de Ravi, mais en parler la condamnerait à mort. Ils se rendent donc dans la pièce principale où ils attachent cette fille à une chaise et lui appliquent une crème étrange sur le visage. Le chef explique que cette crème est à base d'acide et qu'elle va lentement dissoudre ses chairs. C'est une punition brutale qui la marquera à vie. Et ça fait 4 victimes punies et il en reste 2. C'est alors que l'un des kidnappeurs chuchote à l'oreille du leader et lui dit que Curtis a essayé d'obtenir de l'aide, mais que le policier qui l'a trouvé a été abattu. Personne ne va venir les aider et Brad en a assez. Il traite le chef de lâche parce qu'il se cache derrière un masque, et le kidnappeur décide de le prendre personnellement. En s'approchant de lui, la brute essaie de se lever en signe de défi, mais le chef lui met un coup de crosse sur le visage. Il met au défi le chef de montrer son visage, et celui-ci enlève son masque, révélant être sa pire victime. C'est Dane, et les étudiants n'arrivent pas à croire qu'il ait eu le courage de faire quelque chose d'aussi diabolique. C'est alors que le kidnappeur leur fait comprendre que Brad mérite tout ce qui va se passer ce soir. Ok, ce gars est un idiot. Défier vos kidnappeurs d'enlever leur masque est une condamnation à mort. Parce que maintenant que nous avons vu leur visage, il n'y a aucune chance qu'ils laissent quelqu'un sortir vivant. Brad rentre exactement dans le jeu des kidnappeurs qui veulent que nous sachions qui ils sont.
La vengeance est bien plus satisfaisante lorsque votre ennemi sait que vous l'avez vaincu. Et maintenant qu'ils se sont révélés, les punitions vont devenir plus personnelles. Les autres victimes présentes dans la pièce auraient dû dire à Brad de se taire et le sacrifier pour éviter que quiconque n'enlève son masque. Ils savaient que ce type était la pire des brutes, donc dès qu'on s'occupera de lui, ce sera une punition dérisoire pour les autres. Ce gamin est le plat de résistance, et s'ils se débarrassent de leur plus belle vengeance, il pourrait être beaucoup plus sympa avec le reste du groupe. Curtis a eu de la chance en trouvant le shérif local, mais malheureusement, il a mal joué la situation. Après la mort du policier, il a pris son arme et s'est enfui, mais il n'a jamais réalisé que derrière lui se trouvait le parfait véhicule pour prendre la fuite. Auparavant, ce flic était assis au beau milieu des bois en train de fumer sa clope. Il est donc plus que probable qu'il avait encore ses clés sur le contact. La chose la plus logique à faire dans cette situation, c'est de saisir l'arme et de courir vers le véhicule. Parce que dans le pire des cas, il n'y a pas de clé, mais la voiture offrira une protection supplémentaire contre les balles. Dans le meilleur des cas, il y a les clés à l'intérieur et nous pouvons retourner en ville en utilisant la radio de la police pour appeler à l'aide. Cette seule décision aurait pu mettre fin à leur nuit de terreur. Mais au lieu de ça, il a couru directement dans un champ ouvert et a réussi à survivre de justesse. Maintenant, s'il n'y a pas de clé sur le contact et que nous ne pouvons contacter personne par radio, la meilleure chose à faire, c'est de sortir par le côté opposé de la voiture. De cette façon, il y a toujours une barrière qui nous protège et nous pourrons courir vers la ligne d'arbres la plus proche pour nous mettre à l'abri. Vous pourriez penser que le mieux c'est de commencer à tirer sur les ravisseurs, mais ce ne serait pas aussi efficace que vous le pensez. Une étude menée en 2018 par le département de police de Dallas a révélé que sur plus de 230 incidents, seuls 35% des coups de feu tirés ont réussi à toucher réellement le suspect. Ces officiers de police suivent un entraînement intensif aux armes à feu. Et s'ils ne peuvent même pas rester sur leur cible, alors un lycéen tirant dans la nuit ne toucherait même pas le côté large d'une grange. La chose intelligente à faire ici, c'est de trouver l'abri le plus proche et d'utiliser l'arme pour appeler à l'aide. Ça ressemble à un pistolet de 9 mm, ce qui signifie qu'il tirerait un coup de feu à 162 décibels, ce qui peut être entendu à plus d'1 kilomètre. Le signe international de détresse est une séquence de 3 signaux. Ça peut être 3 coups de sifflet, 3 reflets avec un miroir, ou dans ce cas, 3 coups de feu. Si quelqu'un se trouve à proximité, il saura que nous ne chassons pas le cerf et il alertera les autorités pour qu'elles enquêtent sur la situation. Pendant ce temps, Curtis trouve une maison dans les bois et frappe à la porte en demandant de l'aide. C'est alors qu'un vieil homme sort en le menaçant avec un fusil et lui dit de poser son arme. Curtis tente de le mettre en garde contre les meurtriers, mais l'homme refuse d'écouter. Au lieu de ça, il lui dit de se retourner et il assomme le gamin. Dans la maison, cette fille commence à réconforter Brad qui la supplie de ne pas lui faire de mal. Soudain, la fille rousse se rend compte qu'elle la connaît et elle accuse la kidnappeuse d'être Emily de leur école. La fille se lève et enlève son masque, révélant son visage à toute la salle. Les autres kidnappeurs font de même, enlevant leur propre masque et exposant leurs identités à tout le groupe. Voyant qu'ils sont entourés par les intellos qu'ils ont brutalisés, la rousse sait qu'ils veulent se venger et elle s'excuse auprès d'Emily en la suppliant de l'épargner. La kidnappeuse lui promet alors de ne pas lui faire de mal si elle coupe les doigts de Brad un à un. C'est une bonne offre, mais elle ne peut pas se résoudre à accepter le marché. Alors Emily décide de faire l'offre à Brad à la place et elle le convainc d'accepter son marché. Pendant ce temps, Curtis se réveille attaché à une chaise au milieu d'une pièce sombre. Le gamin supplie l'homme d'appeler les flics, mais celui-ci refuse de croire que le garçon est pourchassé et il pense qu'il voulait le voler. Il tente d'intimider le gamin en lui racontant qu'il s'est battu au Vietnam et qu'il n'est pas assez stupide pour tomber dans son piège. Curtis ne peut pas faire grand-chose ici, mais quand il voit les médailles sur le mur, il dit au vieil homme que son grand-père a également servi au Vietnam et que son père a participé à la mission Tempête du désert. Avec ça, il éveille l'intérêt du gars. Il commence à réaliser qu'il y a peut-être plus de choses de vraies dans son récit qu'il ne le pensait au départ. Curtis convainc le vétéran que des gens se font tuer dans l'autre maison et le vieil homme décide d'aller enquêter sur la situation. Ok, Curtis n'a pas réfléchi à tout ça. Lorsqu'il a trouvé la maison, il a couru jusqu'au porche et a commencé à frapper à la porte sans jamais s'arrêter pour réaliser qu'il avait toujours son arme à la main. Se présenter à la porte de la maison d'un étranger avec son arme dégainée n'est pas une bonne façon de demander de l'aide. Mais c'est encore pire quand on sait que ce gamin vit dans une région rurale du Texas. 45% des foyers texans possèdent une arme, ce qui représente environ 13,2 millions de personnes. Avec ce genre de statistiques, un accueil comme celui-ci est un moyen sûr de se faire tirer dessus. Et il n'est pas surprenant que le vieil homme l'ait considéré comme une menace. Ce qui est étrange cependant, c'est que ce vétéran n'a pas non plus appelé les flics, ce qui est très douteux. Parce que si ce type pensait réellement que sa vie était en danger, il n'y avait aucune raison de l'amener à l'intérieur. Il a attaché le garçon dans son salon, mais ne l'a pas bâillonné. Et il n'a pas attendu l'arrivée de la police. Donc il doit y avoir une autre raison à ses actions. Maintenant, Curtis, ici présent, est très intelligent et il observe bien son environnement. Il a remarqué que l'homme avait 3 médailles sur le mur et qu'il avait servi dans l'armée américaine. Et si l'homme a servi son pays à ce niveau, ça nous aidera à comprendre comment il pourrait penser.
Chaque détail de cette maison peut nous dire qui est cet homme, et plus nous aurons d'informations sur lui, mieux nous pourrons gagner sa confiance. Regardez les objets dans cette pièce. Il y a un puzzle de 500 pièces devant le canapé et une énorme étagère pleine de livres. Ce n'est pas le salon d'un tueur, et ce sont plutôt des signes qui montrent qu'il veut entendre ce qu'on a à dire. Des études ont montré que les personnes qui lisent sont beaucoup plus empathiques et font de meilleurs citoyens. La lecture améliore votre capacité à comprendre les pensées et les sentiments des autres. Et avec une bibliothèque aussi grande que celle-ci, il y a de bonnes raisons de penser qu'il sera intéressé à nous aider une fois qu'il croira que nous disons la vérité. Maintenant, en ce qui concerne cette fille, elle a fait une foutue grosse erreur. Ce kidnappeur lui a donné le choix entre se couper les doigts ou ceux de Brad. Et elle aurait honnêtement dû accepter le marché. Je ne dis pas que ce serait facile, mais c'est beaucoup plus facile que de vivre avec des bouts de doigts pour le reste de sa vie. Si la fille était intelligente, elle aurait réalisé que ce kidnappeur a créé un précédent intéressant. On découvre ici que les punitions peuvent être négociées. J'accepterai le marché et je couperai les doigts de Brad. Mais j'expliquerai que si nous les enlevons tous, il sera pris en pitié pour le reste de sa vie. Les gens prendront soin de lui et ça ne lui donnera pas la leçon qu'il mérite. La meilleure chose à faire, c'est de lui laisser juste assez de doigts pour qu'il reste indépendant et de faire de sa vie un enfer. Il ne pourra plus jouer au football, envoyer des SMS prendra une éternité, et tous ceux qui le verront penseront que c'est un monstre. C'est assez tordu pour convaincre ces kidnappeurs. Mais la réalité, c'est que ça évite à Brad ici présent de perdre ses 10 doigts et qu'il n'aura à faire que la moitié du travail. De retour dans la salle de la fête, la rousse a été attachée sur la chaise, tandis que Brad est agenouillé à côté d'elle, avec un sécateur dans les mains. Aucun des deux ne veut être torturé, mais la brute a trop peur d'être punie et il lui coupe lentement le doigt. C'est brutal, mais il n'a pas encore fini. Parce que le chef leur dit qu'il y a encore 9 autres doigts à couper. À contre-cœur, Brad obéit et coupe le majeur de la rousse. C'est alors qu'Emily lui propose de l'épargner si elle inflige la même punition à quelqu'un d'autre, et la rousse accepte. Elle change de place avec Brad, mais avant qu'il ne commence, les kidnappeurs décident de rendre les choses plus intéressantes. La lumière commence soudainement à vaciller alors que la rousse tient le sécateur sur les doigts de la brute. Mais elle ne peut pas se résoudre à les couper. Déçue, le chef allume la lumière et Emily décide de trouver un moyen d'obtenir ce qu'elle veut. Elle prend le bol de crème, s'approche de la fille et commence à appliquer la crème acide sur la moitié de son visage. Elle lui fait comprendre qu'elle a 2 minutes pour couper les doigts de la brute, sinon son visage se dissoudra. La rouquine lève le sécateur vers les doigts du garçon, mais ne peut toujours pas aller jusqu'au bout. Elle a courageusement refusé sa dernière offre, et maintenant elle doit en subir les conséquences alors que la crème commence à faire fondre son visage. Dehors, dans les bois, le vieil homme sort pour enquêter sur la maison quand il remarque un garde qui fait le guet. Il s'approche prudemment de lui et c'est sa plus grosse erreur. L'homme déclenche un fil et une planche à pointe s'abat sur ses jambes, le poignardant brutalement. Il se libère du piège mais ne peut plus marcher et s'écroule au sol, agonisant. Le garde court vers lui en pointant son arme sur sa tête, mais il s'effondre soudainement sur le sol. Le vieil homme lui a tiré dessus et arrache rapidement son masque, révélant le visage d'un lycéen mort. Il réalise alors que Curtis ne lui avait pas menti et s'éloigne en rampant pour trouver de l'aide. Ok, ça aurait pu être mieux géré. Le vétéran est descendu pour enquêter sur la situation parce qu'il a compris que Curtis disait peut-être la vérité. Mais il n'a jamais demandé de détails au garçon. Si nous allons dehors pour enquêter, je voudrais savoir combien de kidnappeurs il y a, quelles armes ils ont, et s'ils utilisent des radios pour communiquer entre eux. Un vétéran avec des médailles accrochées à son mur aurait dû s'assurer qu'il savait dans quoi il s'engageait. Mais au lieu de ça, ce type est tombé directement dans leur piège. L'ironie de la chose, c'est qu'il ne s'agit pas d'un piège ordinaire. Ces pointes sont appelées des punji sticks. Elles ont été utilisées de nombreuses façons différentes, mais elles sont devenues célèbres pendant la guerre du Vietnam. Vu que cet homme a la soixantaine, il est assez âgé pour avoir servi au Vietnam et aurait dû être capable d'identifier ce type de piège. Il a clairement compris la menace parce qu'il a vu l'éclaireur avec une moto et un fusil. Personnellement, j'ai pas fait l'armée, mais si je m'approchais furtivement de quelqu'un dans la forêt, je m'inquiéterais beaucoup plus du bruit que je fais, parce que marcher sur un bâton pourrait révéler ma position. Si ce vétéran avait fait attention à sa démarche pour rester silencieux, il aurait vu le fil du piège et il l'aurait évité. Le plus gros problème de toute cette situation, c'est qu'il est sorti seul alors qu'il aurait dû emmener Curtis pour garder un œil sur lui. Ce n'est qu'une question de temps pour qu'il se défasse des liens de la corde, et l'homme a même laissé le pistolet sur la table derrière lui. Pour un vétéran, ce sont des choix terribles, et j'aurais appelé la police il y a longtemps pour gérer la situation, afin de pouvoir retourner à mon puzzle. Maintenant, aussi mauvais que son choix ait pu être, c'est loin d'être aussi stupide que cette fille juste ici. Elle a eu 2 chances d'éviter d'être punie et n'a toujours pas réussi à le faire. Ils ont même essayé de lui faciliter la tâche en éteignant les lumières et en mettant de la musique pour qu'elle n'ait pas à assister à l'horreur de couper les doigts de quelqu'un. Si la jeune fille avait été plus intelligente, elle aurait compris que c'était en fait une énorme bénédiction déguisée. Parce que si les lumières sont éteintes, ça signifie que les ravisseurs ont limité leur propre visibilité, ce qui nous donne une excellente occasion de profiter d'eux et d'essayer de contrôler la situation.
Si c'était moi, je chuchoterais à l'oreille de Brad pour faire semblant de lui couper les doigts. Et je me mettrais à crier. Les kidnappeurs ne verraient pas assez bien pour le constater et j'utiliserais l'élément de surprise pour m'enfuir. Il y a une porte derrière elle qui semble mener à la cuisine, et il serait raisonnable de supposer qu'il y a une autre sortie de ce côté de la maison. Vu que Curtis a pu s'échapper, nous savons que les portes ne sont pas verrouillées, et comme elle est déjà dans l'ombre, c'est l'occasion parfaite pour s'échapper. Dans la maison du vieil homme, le gamin balance la chaise jusqu'à ce qu'elle se renverse sur le sol. Se libérant de la corde, il se dirige vers le téléphone et appelle immédiatement la police. Il utilise sa meilleure voix d'homme blanc et leur dit qu'il a vu un groupe d'hommes noirs armés voler la maison dans la forêt. Curtis parvient enfin à obtenir de l'aide et il court sauver ses amis. Dans la maison de la fête, la moitié du visage de la rousse a été scarifiée par la crème, ce qui fait d'elle la 5e victime punie. Et il en reste encore une. Brad est la prochaine personne à payer pour ses péchés, et le chef veut lui faire l'honneur de rendre les choses personnelles. La victime le supplie de ne pas lui couper les doigts alors que le kidnappeur sort son couteau. Mais il décide de faire autre chose à la place, promettant que cette brute ne pourra plus jamais faire de mal à personne. Il s'excuse pour des années de tourments, mais il est trop tard, et le chef explique qu'il vient de trouver la meilleure façon de le punir. D'un seul geste, il pourrait lui enlever tout ce qui lui apporte de la joie, mais tout à coup, il plante le couteau directement dans sa moelle épinière. Instantanément, la brute est paralysée à partir de la taille, et il ne peut plus rien faire pour résister. Ça fait 6 victimes de punis, mais ils n'ont pas encore fini. À l'extérieur, ce gamin semble se reposer, mais l'officier allemand remarque que le garde est mort, et il réalise qu'il a été abattu. En regardant autour de lui, le gamin aperçoit le vieil homme au loin et s'avance vers lui. Mais lorsqu'il se penche, le vieil homme le poignarde brutalement. Le gamin s'effondre sur le sol tandis que le vétéran l'achève et enlève son masque, découvrant un autre lycéen mort en dessous. Dans la maison, Dane annonce que le soleil se lèvera bientôt et que tout sera fini. Mais cette brute déguisée en marin commence à répondre. Il leur dit que c'est illégal et qu'ils iront tous en prison. Mais Dane n'est pas d'accord. Il explique qu'il allait laisser le marin partir, mais toutes les actions entraînent des conséquences, et comme il a parlé, le marin sera le prochain à être puni. Ok, ce type est la personne la plus stupide de la pièce. Il a décidé de piquer une colère en disant qu'ils étaient traités injustement, mais s'il avait pris un moment pour lire la situation correctement, il aurait réalisé que ces kidnappeurs étaient déjà en train de conclure. Le chef était littéralement en train de faire son discours final, et il leur a dit qu'il espérait qu'ils avaient compris la leçon. Ce n'est pas quelque chose qu'il dirait s'il était sur le point de massacrer tout le monde, donc il est clair que quelque chose a changé. Ces kidnappeurs devraient être en train de parcourir la pièce à la recherche de leur prochaine victime à punir. Mais au lieu de ça, ils sont tous alignés devant. Il est possible qu'une fois qu'ils se seront vengés du roi des brutes, ils estimeront avoir fini. Et si cet imbécile l'avait fermé, il aurait pu être autorisé à vivre. Maintenant, nous ne pouvons pas être sûrs qu'ils allaient vraiment les libérer, parce que tous ces étudiants vont dans la même école. Les victimes savent déjà qui sont les kidnappeurs, et une fois libérés, rien ne les empêchera d'appeler les flics. Logiquement, il y a autant de chances que ça se termine en charnier si nous ne jouons pas le jeu de la bonne manière. Donc si j'étais dans cette situation, j'aurais élaboré un plan pour le pire des scénarios. Et je me serais assuré que tout le monde dans le groupe sache ce qu'il a à faire. Jusqu'à présent, le problème de la fuite a toujours été qu'il y a trop de kidnappeurs armés et qu'il est trop facile pour eux de nous tuer. C'est pourquoi la seule façon de les maîtriser, c'est de les attirer vers nous en un seul endroit. Ce marin aurait été la distraction parfaite parce qu'il a été capable d'attirer tous les détenteurs d'armes dans une seule zone. C'est l'installation parfaite pour une embuscade parce que l'un d'entre eux devra baisser son arme pour nous libérer, ce qui ne laissera que 2 ravisseurs armés. Si c'était moi, j'attendrais que le garde ouvre mes menottes et ensuite les 2 prisonniers les plus proches chargeraient ces kidnappeurs. Une fois que nous les aurons sous notre contrôle, nous pourrons prendre leurs armes et la fille désarmée ici devra se rendre. Évidemment, beaucoup de choses doivent bien se passer pour que ça fonctionne, parce que c'est une grande prise de risque. Mais nous devons aussi reconnaître que ça pourrait être notre dernière chance de nous échapper si nous sommes dans une situation où c'est clairement la fin du chemin pour nous. Donc la distraction de ce marin aurait été l'occasion parfaite pour prendre le contrôle. Pendant ce temps, Curtis trouve le vétéran assis contre un arbre, épuisé par ses blessures. Il demande au gamin si son grand-père était vraiment au Vietnam, et Curtis avoue qu'il a tout inventé pour gagner sa confiance. Il a fallu un mensonge pour convaincre l'homme de la vérité. Et il dit au gamin de le laisser derrière lui pour sauver ses amis. Curtis prend ses mots à cœur et il va bientôt découvrir que tout le monde ne peut pas être sauvé. Dans la maison, les kidnappeurs s'apprêtent à couper la langue du marin, mais le chef se rend compte que Curtis est revenu. Il tend la main vers son fusil, mais le gamin pointe son arme droit sur lui et exige qu'il se rende. Dane lui demande de partir immédiatement ou il le regrettera. Mais Curtis ne cède pas et tire un coup de semonce en l'air en insistant pour qu'il laisse tout le monde partir. Ignorant sa demande, Dane ordonne à ses amis de couper la langue du marin, mais Curtis tire sur l'officier allemand et se fait tirer dessus au passage. En s'approchant de Curtis, ce gamin vise et s'apprête à l'achever, mais avant qu'il ne puisse tirer, quelqu'un l'abat d'abord. Cette fille l'a trahi, et elle annonce au groupe qu'elle en a fini avec ce complot de vengeance.
Il ne reste presque plus personne dans leur cercle d'amis et les 2 kidnappeurs restants ne peuvent pas continuer. Décidant d'y mettre un terme, le garçon pointe son arme vers elle et il appuie sur la gâchette. À la fin, il ne reste plus que les autres étudiants et les victimes punies sont secourues par la police. Les survivants tentent de reprendre le cours de leur vie du mieux qu'ils peuvent. Et même s'ils sont traumatisés, ils ont au moins appris une bonne leçon. Ne jamais boire de punch dans un endroit suspect. Mais qu'en pensez-vous? Comment auriez-vous battu The Final? Dites-le moi dans un commentaire ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et regardez la playlist Comment battre pour plus de vidéos comme celle-ci. Et d'ici la prochaine fois, passez une excellente journée.